En ce mois de janvier 2022, l'Université de Lubumbashi affiche sa vitalité devenue légendaire. Une série de thèses de doctorat ont été soutenues publiquement sous l'égide des facultés de psychologie des sciences de l'éducation et celles des sciences pharmaceutiques. En psychologie, Kadianda Mwanza a, à l'issue d'une enquête menée sur les mutations contemporaines du travail et bien-être des salariés des Camoa Copper, proposé un modèle scientifique pour la réduction du mal-être et l'augmentation du niveau des bien-être au travail. La mutation du travail apporte par exemple le confort. Ça facilite la réalisation des tâches, mais derrière le confort, derrière cette facilité, il y a aussi un petit problème. Il y a la face cachée. La face cachée, c'est ce que nous appelons le mal-être au travail. Parce que les gens ont tendance à croire que les mutations nous ont apporté les bonheurs, nous ont apporté des solutions, c'est bien. Mais il faut toujours aussi fouiller pour voir ce qui est caché derrière ces mutations du travail. Nous sommes aboutis au mal-être au travail. Et ce mal-être, comme nous avons utilisé le modèle du stress au travail, présente les indicateurs. Il y a les indicateurs au niveau psychologique et les indicateurs au niveau physique. Les indicateurs au niveau psychologique, nous avons par exemple le syndrome de fatigue chronique. Nous avons la dépersonnalisation, nous avons le non-accomplissement au travail, nous avons aussi le stress au travail. Par rapport aux symptômes physiques, nous avons la fatigue physique, nous avons les TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques. Nous avons aussi les difficultés libidinales. Nous avons aussi le risque chimique. Son collègue Ndjibou Kitenge Roger a pour sa part répertorié les activités de survie menées par les diplômés universitaires en quête d'emploi dans la ville de Lubumbashi. Il a établi la corrélation entre les activités de survie et la formation de base de près de 511 diplômés au chômage. Chaque diplômé, lorsqu'il mène ses études, donc il a des projets de vie. Il se dit, dès que j'aurai fini mes études, j'aurai de l'emploi et avec le salaire, je serai en mesure de réaliser tel projet de vie. Alors ici, c'est une situation irrégulière où nous sommes en face des gens qui n'ont pas d'emploi et que nous appelons communément chômeurs, alors qui doivent satisfaire les projets de vie qu'ils ont. Et pour le faire, donc, ils doivent recourir à certaines forces dont nous avons appelé ici des ressources internes liées à la personne et également les ressources externes. Alors, avec ces deux forces de ressources, la personne est à mesure de développer la résilience, c'est-à-dire voir les choses autrement, donc voir les choses positivement, plutôt que de continuer à attendre un éventuel emploi qui ne vient pas. Alors, avec la résilience, alors, les chômeurs sont à mesure plus particulièrement ceux que nous avons interrogés, donc ils sont arrivés à initier des activités de survie. Avec les revenus de ces activités, ils sont arrivés directement à avoir des revenus qui ont permis à ce qu'ils réalisent les différents projets de vie qu'ils ont. C'est que la situation de chômage, ce n'est pas une situation à voir seulement négativement, mais c'est aussi une période qui permet à ceux qui se retrouvent dans cette situation-là de voir comment développer leur résilience et arriver à satisfaire les différents projets de vie qu'ils ont. Je veux que les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire collaborent avec les entreprises. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises qui absorbent tous les produits qui sont mis sur le marché par les institutions de formation. Alors, pour que ces produits soient les produits de qualité, il faut qu'il y ait un échange ou une interaction entre les entreprises et les structures de formation pour que les gens qui sont formés soient formés selon les profils qui est attendu par ces entreprises-là. Parce qu'on ne doit pas former pour former, mais ça dit avec l'évolution de la science aujourd'hui, vous voyez, avec la technologie qui évolue, donc, il y a également les exigences des emplois donc, qui évoluent en même temps. D'où les structures de formation doivent aller ensemble avec
les entreprises pour former les produits qui doivent directement être consommés. Donc en dehors de ça, il y a également les chômeurs eux-mêmes qui doivent développer la résilience. Donc ils ne doivent pas croiser les bras, mais ils doivent faire quelque chose dans leur vie pour arriver à s'assumer et à prendre en charge tous les projets qu'ils ont. Sur la même lancée, Kabatanchi Tujibikile Alain a établi le lien entre les activités extra-professionnelles et la performance au travail afin d'établir les facteurs explicatifs et l'influence des activités extra-professionnelles et la performance au travail. Nous avons découvert que les activités extra-professionnelles génèrent des compétences. Ça génère des compétences. À la différence de ceux qui nous ont précédés, ils ont montré que les activités extra-professionnelles ne pouvaient pas générer de compétences, ne pouvaient pas générer de revenus. Notre sanité se trouve au niveau où le développement des activités extra-professionnelles permettent un apport financier. Par contre, nos prédécesseurs ont montré le contraire. En sciences pharmaceutiques, Arsène Kabamba a mis à la disposition de la communauté scientifique les résultats importants de la thèse de doctorat sur l'infection par le virus de l'hépatite B, C et D à Lubumbashi. Ces thèses présentent 3 innovations majeures, à savoir la mise en évidence de la présence du virus de l'hépatite Delta avec une séroprévalence de 2%, la présence de quelques mutations des résistances aux médicaments antiviraux, mais aussi la présence des génotypes de virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C dans le nouveau génotype 7 baptisé HCV numéro G7, une première à Lubumbashi. Cette étude a actualisé la séroprévalence montrant que effectivement les hépatites virales sont un problème réel de santé publique ici à Lubumbashi et ce qui devrait attirer l'attention des politiques et du ministère de la Santé pour la mise au point du programme de lutte contre les hépatites, ce qui n'existe pas en RDC, parce que les hépatites sont incorporées dans le programme VIH. On espère qu'à partir de cette thèse, le ministère de la Santé, le gouvernement, va essayer de tendre l'oreille à cela. L'étude a mis en évidence pour la première fois la présence du virus Delta ici à Lubumbashi. Donc l'étude a montré que le virus circule dans notre milieu. Par ailleurs, par cette étude, pour la première fois, il y a eu des génotypes qui ont été trouvés ici. Pour la première fois pour la RDC, par rapport à certains génotypes comme le A8, qui a été découvert bien entendu chez des Congolais, mais en Ouganda. Mais c'est pour la première fois qu'on découvre chez les donneurs de sang au niveau de Lubumbashi. Il y a aussi le génotype 7, qui est du VHC, de virus de l'hépatite C, qui a été aussi trouvé pour la première fois ici à Lubumbashi. Bref, l'étude a mis en évidence la présence des génotypes et des mutations de résistance et ces derniers permettraient à ce qu'on ait une cartographie des génotypes de virus des hépatites B et C ici à Lubumbashi. Bien entendu, ça permettrait aussi aux cliniciens de réajuster le traitement des infections à hépatite virale. Mbouika Longi Serge a pour sa part fait une étude phytochimique et activité biologique des plantes antipaludéennes dans le Haut-Katanga. 96 espèces antipaludéennes ont été recensées dans le Haut-Katanga dans 2 plantes étudiées en profondeur. 10 molécules, toutes responsables des activités antiplasmodiales et d'autres activités ont été mises en évidence pour la première fois. Cette thèse vient résoudre un problème majeur, celui de la lutte contre le paludisme, en proposant un traitement efficace contre le paludisme. Ce traitement donc est basé sur l'usage des plantes médicinales efficaces. La médecine traditionnelle utilisée dans le Haut-Katanga est réellement une médecine efficace. Elle a été valorisée par nos résultats, grâce notamment à la mise en évidence des 10 molécules toutes actives contre le plasmodium. Nous voyons que les praticiens qui recourent notamment à l'usage des plantes n'ont pas du tout tort. Et comme perspective, nous proposons de pouvoir mettre en évidence des médicaments traditionnels améliorés. Et à cet effet, nous avons donné quelques perspectives dans ce sens pour terminer. Comme vous le savez, le paludisme ou la malaria est pour le moment un problème qui déstabilise même le fonctionnement de la société par sa forte prévalence, mais aussi par les dommages qu'il entraîne, notamment lorsque vous avez des parents, des responsables qui sont victimes du paludisme, c'est toute la famille qui en souffre. Les médicaments qui sont généralement utilisés aujourd'hui dans notre milieu ne sont pas de bonne qualité et ils entraînent beaucoup des cas de résistance, ce qui amène des échecs dans le traitement. Et pour ce faire, il faut trouver d'autres voies qui
permettent de pouvoir mettre en évidence ou isoler des molécules actives. Mais ce processus est trop long pour les milieux comme les nôtres où nous n'avons pas toute l'infrastructure requise. C'est pour cela qu'une étude, sur base de ce qui est déjà fait, permet d'aller directement vers un médicament traditionnel amélioré que de chercher à isoler des molécules pures de synthèse qui, plus tard, peuvent amener à des résistances, alors que dans une plante, nous pouvons avoir un ensemble de molécules qui ont des activités plus intéressantes et qui résisteraient mieux à ce qu'on appelle l'apparition des souches résistantes. Nous avons commencé d'abord par faire une enquête qui a abouti à 96 plantes. De ces 96 plantes, nous avons choisi les meilleures, celles qui n'ont pas encore fait l'objet d'études ou celles pour lesquelles on n'a jamais isolé une molécule antipaludéenne. C'est ainsi que nous sommes arrivés à 2 molécules, Anisophilia bohemi et Landolphia kirkii, qui sont des plantes qui se sont révélées efficaces. Ces plantes viennent diminuer les risques d'apparition des souches résistantes contre le paludisme. Elles viennent apporter un plus dans l'arsenal thérapeutique qui existe, mais du point de vue culturel et social, et économique aussi, ce sont des plantes qui seront mises sous forme de médicaments traditionnels améliorés, avec comme avantage l'accessibilité à un coût faible. Ils ne vont pas demander une infrastructure technologique très avancée que notre pays pour le moment n'a pas, ce qui va encore faciliter la lutte contre le paludisme. Alors que l'année académique 2021-2022 est marquée par l'adoption générale du LMD, ces soutenances de thèse permettent à l'UNILO d'assurer la relève académique et illustrent que le souci majeur du recteur Gilbert Kishiba est en bonne voie. La toge que vous portez, c'est le symbole du drapeau de la RDC. C'est une lourde responsabilité parce que, alors vous entrez dans l'exigence d'être une ressource humaine de haute qualité et de responsabilité pour une société congolaise humaine et qui se développe à partir de vous. On n'est pas docteur une fois, on n'est pas professeur d'université une fois, on l'est tous les jours.